Je voudrais maintenant passer la parole à Philippe Hertel. Merci beaucoup d'être là. Merci Pierre-Benoît. Je vais essayer de respecter le timing et même de faire sans doute un petit peu plus court pour faire écho à l'introduction de Vincent Labarthe et à l'intervention de Pierre Bangy, qui sont tous les deux intervenus sur la politique agricole que mène et qu'appuie la région. Pour ma part, je dirais un mot de la politique régionale de soutien à la recherche, qui s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Un schéma régional qu'on décline en 17 dispositifs, donc une politique désormais assez robuste qui est mise en œuvre depuis 2017. On sera amené à revisiter ensemble au courant de l'année 2021 pour adopter un nouveau schéma régional d'enseignement supérieur et de recherche à compter de 2022. Effectivement, je suis un peu flou et je ne sais pas pourquoi. Pas pouvoir faire mieux, je crois, je suis désolé. Donc je disais un schéma régional d'enseignement supérieur et de recherche qui porte un certain nombre de priorités de la région, pas de priorités thématiques, mais des priorités en forme d'outils d'intervention et d'accompagnement des dynamiques des acteurs, avec principalement 3 priorités qui sont supportées dans le cadre de ce schéma régional. Une première priorité, évidemment, pour appuyer le développement de la recherche sur notre territoire. Ça passe par des financements importants dans le cadre du CPER, mais pas seulement, avec également un certain nombre de dispositifs qui contribuent au développement de la science. Une deuxième priorité qui porte assez naturellement pour une collectivité régionale sur le développement des liens entre la recherche et les acteurs socio-économiques du territoire. C'est un volet très important là pour le coup de notre politique et le lien avec la politique agricole illustre cette préoccupation de connexion et d'interfaçage entre les compétences de recherche et le monde socio-économique. Et enfin, une troisième priorité qui porte sur l'équilibre des territoires et une attention très forte que la région accorde au développement des villes universitaires d'équilibre et aux travaux de recherche qui peuvent se mener dans ces territoires. De fait, le programme PSDR se retrouve à la croisée de l'ensemble de ces priorités, puisqu'il s'agit bien d'avoir une action offensive de développement de la recherche, tout en assurant ce lien au territoire à l'échelle de la région. Ce schéma recherche-enseignement supérieur, il est articulé, je le disais, dans le cadre de 17 dispositifs qu'on met en œuvre. Il mobilise entre 80 et 100 millions d'euros par an lorsqu'on inclut les crédits européens FEDER que nous gérons également dans les mêmes perspectives. Et il est pour une part significative fléché vers la réalisation et la mise en œuvre du CPER, le CPER que nous sommes par ailleurs en train de construire pour la période 2021-2027. Je ne rentre pas plus dans les détails de la politique régionale de soutien à la recherche, puisque encore une fois, elle va être amenée à être revisitée. Ce sur quoi je voulais insister, c'est les inflexions que nous sommes amenés à porter à cette politique régionale d'appui à la recherche dans cette période de crise sanitaire, mais aussi de crise économique et sociale. Il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui ont été prises très rapidement par la collectivité régionale dès le printemps de l'année 2020. Et surtout, à l'automne, on a construit ce que Pierre Bangy a évoqué tout à l'heure, un plan de transformation, un nouveau pacte vert, un Green New Deal qui a été adopté par l'Assemblée régionale le 19 novembre. Dans le cadre de ce plan de transformation régional, on a souhaité replacer l'enseignement sup et la recherche au cœur de la construction du nouveau modèle de développement du territoire régional. Pour nous, c'était un élément important, puisqu'évidemment, les collectivités, les décideurs publics aujourd'hui sont dans des préoccupations de court terme, dans des difficultés à résoudre sur un horizon de temps très bref, avec, je ne vous rappelle pas le contexte dans lequel on s'inscrit, mais avec des plans sociaux qui se multiplient, avec une précarité sociale croissante, avec des réponses à apporter à des difficultés immédiates. Dans le cadre de ce plan de transformation, on a souhaité remettre l'enseignement sup et la recherche au cœur de la stratégie et de la préparation de l'avenir du territoire de la région Occitanie, notamment en impulsant 3 nouvelles dynamiques avec trois nouvelles façons d'appréhender les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une première approche qu'on appelle aujourd'hui
l'accompagnement de défis clés pour le territoire, donc autour d'un certain nombre de thématiques d'intérêt qui concentrent des forces académiques en lien avec des enjeux territoriaux importants pour l'avenir du territoire régional. On essaye de construire une trajectoire de développement de la recherche et d'accompagner cette trajectoire de développement de la thématique considérée, de la communauté de chercheurs qui se mobilise autour de cette thématique dans le cadre de chacun des défis clés. C'est une approche un peu neuve pour la région qui relève davantage d'une forme de co-contractualisation avec les acteurs académiques, alors que jusqu'à présent, on était sur une politique publique finalement assez classique qui multipliait les appels à projets, permettant d'identifier des projets d'intérêt, bien sûr, mais plutôt dans une logique finalement assez classique de repérage des projets à financer. Dans cette nouvelle initiative des défis clés, donc, on est dans une logique un peu différente de conventionnement et de partage d'éléments de stratégie qu'on accompagne, mais sur lesquels on attend aussi que les tutelles, que d'autres partenaires viennent apporter leur pierre pour faire avancer les sujets qui sont traités dans ces défis clés. Un des défis clés, on a déclenché pour commencer 4 premiers défis clés. Un des 4 premiers défis clés dits prototypes porte sur les enjeux de biodiversité à l'échelle du territoire, avec la mobilisation de forces d'écologie, en particulier de Montpellier, mais pas seulement, et avec l'ambition d'aller là aussi assez rapidement appliquer des compétences académiques sur le territoire. Le deuxième axe important qu'on a impulsé dans le cadre de ce plan de transformation adopté il y a 3 semaines maintenant, c'est une nouvelle étape de développement des villes universitaires d'équilibre. Là aussi, on voit bien la crise, le fait de bâtir de nouveaux modèles de croissance plus équilibrés à l'échelle de notre territoire, la démétropolisation. Tout ça fait que les villes universitaires d'équilibre, qui étaient déjà un point important de la politique régionale de soutien à l'ESR, sont de plus en plus importants et on essaye de réimpulser des choses à l'échelle de chaque ville universitaire d'équilibre. Et enfin, le troisième item qu'on a poussé dans ce plan de transformation, c'est l'idée de mobiliser davantage les compétences académiques sur des enjeux de politique publique. Aujourd'hui, on appelle ça, sous un petit nom de code, le laboratoire des transitions. Mais ça rejoint là aussi très largement l'ensemble des échanges de cet après-midi, puisqu'il s'agit pour nous de multiplier encore la porosité entre la production des chercheurs et les processus de décision publique et l'éclairage d'enjeux territoriaux particuliers. On le fait déjà sur différents projets qu'on a pu accompagner. On a mobilisé des chercheurs pour construire la stratégie régionale biodiversité. On a mobilisé des chercheurs sur d'autres filières, sur d'autres politiques publiques. Mais à travers ce laboratoire des transitions, on espère formaliser un partenariat avec les organismes, avec les établissements, pour aller encore plus loin dans cette direction et s'appuyer sur les apports que les chercheurs peuvent avoir dans les réflexions de politique publique. Donc ce plan de transformation, encore une fois, il marque un début de virage par rapport à la politique régionale de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et mon sentiment, c'est que le partenariat entre la région et l'INRAE, notre implication dans le programme PSDR, illustre de fait cette évolution et ce partenariat et ce rapprochement entre un territoire et ses compétences académiques. Donc je crois qu'on partage assez clairement cette volonté de travail en commun, d'engagement pour le territoire dans l'accompagnement de ces transitions qui apparaissent désormais clairement à tous. On aura aussi une exigence de mise en cohérence dans les investissements qui sont les nôtres à l'échelle du territoire. J'évoquais tout à l'heure le CPER ou les dispositifs de financement de la recherche que porte la région. Il me semble important qu'on soit dans cette logique de consolidation des trajectoires et de travail vraiment très en proximité pour que nos investissements fassent sens pour tous. Bien sûr, la perspective pour nous, désormais, ça va être d'accompagner l'émergence du nouveau programme Tetrae et de mettre en œuvre ces prochaines perspectives dont on peut penser, au regard de la richesse des échanges de cet après-midi, que ces perspectives seront elles aussi très fructueuses. Donc, merci encore pour ce temps de bilan de PSDR 4 et évidemment à vos côtés pour construire Tetrae demain. Merci beaucoup Philippe, merci pour ces paroles qui montrent bien effectivement
quel est l'état des réflexions et des orientations que vous prenez au niveau de la région et qui montrent qu'il y a une forte convergence dans les analyses et dans les modalités de l'action. Et je pense qu'il ne faut pas simplement s'en réjouir, mais il faut y aller, quoi. Donc, voilà, je crois qu'on a de très belles choses à faire ensemble. Et ce n'est pas pour l'INRAE ou pour l'institution région, c'est parce que les défis auxquels nous sommes confrontés, ils sont vraiment énormes. Je voudrais juste, pour conclure, rappeler à la mémoire de Michel Sébillotte, qui a été le père de PSDR. Michel Sébillotte était un agronome de système et un agronome en dissidence dans son époque, dans les années 1970, parce qu'il se refusait une approche réductionniste et il était partisan d'une conception systémiques qui prennent de front la question de la complexité effectivement des systèmes dans lesquels les acteurs humains sont impliqués. C'est lui qui a été appelé à l'époque par Guy Paillotin à l'INRA pour réfléchir au futur de l'agriculture et à l'avenir de l'INRA, a permis effectivement à ce programme d'exister avec ces 4 générations. Et aujourd'hui, si on peut reconnaître la pertinence de ce programme, je crois qu'elle est unanimement saluée parce que si on le résume à quelques mots-clés, coproduction, territoire, transition, et on pourrait en citer d'autres, mais en fait, on voit combien ces points, ces marqueurs de ce programme sont aujourd'hui pertinents, et pas simplement pour être dans l'air du temps, mais parce que c'est la mobilisation de la recherche d'une façon particulière et autour d'objectifs qui sont essentiels. Donc, je pense que là, on a un socle avec tout ce qui a été accompli dans ce programme. Et encore une fois, en fait, j'insiste sur le fait que au départ, c'était plutôt dans la dissidence. Et aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire que ça devient mainstream, mais ça n'a pas été simple. Donc, je tiens vraiment à saluer la mémoire de Michel Sébillotte et de tous ceux qui se sont impliqués après lui dans ce programme, tous ceux qui l'ont fait exister. Et je crois qu'on a vraiment aujourd'hui, sur cette base, un socle sur lequel on peut vraiment se projeter, capitaliser et construire une action pour le futur. Et en tant que président du centre INRAE Occitanie-Toulouse et en bonne relation avec mon collègue Sylvain Labbé président du centre de Montpellier, nous aurons cœur vraiment à soutenir nos champions du programme, donc Jean-Marc et Marie-Benoît, pour que effectivement ce programme puisse bénéficier de tout l'appui qu'il mérite. Et on voit, vu les questions qui ont été posées aujourd'hui, que le domaine est vraiment le domaine d'intérêt est très important. Et voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre participation. Il est 59 à ma montre, donc il est temps effectivement de se débrancher, de se déconnecter. Voilà, merci encore. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. On va enregistrer toutes les questions. Je pense que ça va faire, Marie-Benoît et Jean-Marc en feront leur miel. Et vous l'avez compris, en fait, la coproduction continue. Donc, n'hésitez pas vraiment à interagir avec nous pour faire de ce programme une vraie réussite. À bientôt. Au revoir. C'est comme ça qu'on fait. Merci à tout le monde. Merci. Ouais, merci Daniel.